Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tintin. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation des livres, des 10 livres que je veux absolument lire cet été. Et comme le Chinese Spring Challenge, le challenge duquel je suis à l'initiative, prend fin le 30 mai, je vais devenir orphelin de piles à lire. Je vais sûrement faire soit un petit récap sur Instagram, soit un live sur Twitch, je sais pas trop, de ce que j'ai lu pendant le Shiny Spring Challenge. Je compte pas spécialement en faire une vidéo dédiée car ce sont tous des livres que je vous ai déjà parlé sur la chaîne au fur et à mesure des différents points lecture, donc je vois pas trop l'intérêt de faire une redite à ce sujet. Toujours est-il que si vous voulez participer à un nouveau challenge à partir là du mois de juin, vous pouvez participer au challenge de Eve Lecture qui s'appelle le feuilleton de l'été, qui se construit plus ou moins comme tous les challenges. Il y a 4 catégories contenant chacune 4 items de lecture et c'est un challenge qui est basé sur les arts en général qui ne sont pas forcément la littérature, c'est-à-dire le cinéma, la musique, la peinture et la photographie car Eve est elle-même photographe et aime beaucoup la photographie. Par rapport à des artistes, elle vous propose de trouver des lectures qui correspondent plus ou moins à des mots-clés ou à l'esthétique de l'œuvre d'art sélectionnée. Je crois qu'il y a par exemple du Van Gogh pour la musique, je crois me souvenir de Love on the Brain de Rihanna. Je pense qu'elle a parlé de Cartier-Bresson pour la photographie, pour les films Les Dents de la Mer, enfin voilà. Il y a des objets culturels qui vous sont proposés dans le challenge et vous pouvez y associer un livre sur tout l'été, en tout cas du 1er juin au 1er septembre. Pour ma part, j'ai décidé de ne pas participer à de challenge cet été. Comme vous le savez, tous les ans, au mois de septembre, je vous fais une grosse vidéo récapitulative de tous les livres de la rentrée littéraire que j'ai lus. C'est quelque chose qui me prend du temps car je lis environ 30 à 40 livres de la rentrée littéraire pour vous en présenter 20 à 30 au moment de ma vidéo. Et alors déjà je suis très à la bourre car je n'ai pas encore regardé les sorties de la rentrée littéraire, je n'ai même pas fait les demandes de services de presse alors que les libraires ont déjà commencé à les recevoir, donc il faudrait que je m'y intéresse, sauf que je n'ai absolument pas le temps en ce mois de mai et je n'aurai très peu de temps au mois de juin, donc ça va être peut-être un peu le bordel cette année la rentrée littéraire. J'en profite en ce début de vidéo pour vous annoncer les 2 lectures communes du mois de juin, du mois de mai sur le cabinet de lecture qui est mon club de lecture depuis 3 ans maintenant. Et nous allons donc lire 2 romans car il y a eu une égalité au moment du vote. Nous allons lire La mauvaise habitude et La fille d'elle-même de Gabrielle Boulienne-Tremblay qui m'a été offert par Mallory du compte Instagram Malobooks que je vous remettrai en barre d'infos. Merci encore à toi Mallory pour ce cadeau qui m'a fait très plaisir. Il y a déjà quelques temps que j'ai fait un peu traîner et là c'est parfait. Je souhaitais mettre à l'honneur les autrices trans les auteurs et les autrices trans, qui sont vraiment la communauté assez encore beaucoup trop ostracisée et victime de LGBT-phobie. Non pas que les homosexuels, les lesbiennes, les bisexuels ne soient plus victimes d'agressions LGBT-phobes, mais les trans à cause de tout ce que le gouvernement fait ou ne fait pas, tout le bruit qui est fait autour des livres de certaines personnes transphobes reprennent beaucoup dans la gueule dernièrement. J'ai envie de les découvrir et de soutenir leur travail, donc c'est pour ça que je vous le propose aussi, de façon aussi frontale et assumée au club de lecture. Toujours est-il, comme je ne veux pas faire de challenge ou m'imposer de piles à lire, même si je sais très bien que je ne respecte jamais mes piles à lire, c'est pas bien grave, je vais vous proposer une sélection de 10 livres que j'ai trouvés dans ma propre pile à lire qui pourraient constituer une petite pile de l'été que je pourrais emmener en fonction de mes vadrouilles estivales à droite à gauche et que j'ai envie de lire et de découvrir. Il y a beaucoup de gros livres car l'été, c'est la saga de l'été, c'est le feuilleton. Comme Eve a intitulé son challenge d'ailleurs, le feuilleton de l'été, on aime bien se plonger dans des grosses histoires et ça tombe bien car ma pile à lire se compose principalement à l'heure actuelle de gros pavés qu'il faut que je me motive à sortir et qu'il faut que je lise tout simplement. En premier lieu, je vous en ai parlé au début de l'année, j'aimerais très fortement lire Aurélien de Aragon que j'ai ici dans une vieille édition du livre de poche. Je crois que c'est un roman qui se passe durant les années folles, en 1920. On le décrit souvent comme le sommet romanesque de l'œuvre de Aragon. Il me semble qu'on va parler de Bérénice, parce que l'incipit est très célèbre. Il trouva Bérénice très laide. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut enfin. Il n'aimait pas comment elle était habillée, une étoffe qu'il n'aurait pas choisie. Il avait une idée sur les étoffes. Une étoffe qu'il avait vue sur plusieurs femmes.
Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d'Orient, sans avoir l'air de se considérer dans l'obligation d'avoir du goût. Je pense que ça va me plaire. C'est un... Alors là, moi, il fait 700 pages dans cette vieille édition du livre de poche, où la police d'écriture est de à peine 8, je pense. Donc je sais pas si je lirai cette édition, mais je l'aime beaucoup. Et elle date parce qu'elle appartenait à Evelyne Mathieu le 28 février 64. Donc ça a l'âge de ma mère, 60 ans cette année. Donc Aragon, j'ai quelques amis qui veulent le lire, donc je pense qu'on va s'organiser une petite lecture commune, en tout cas c'est prévu. Je ne sais pas exactement à quelle période, mais ça sera lu, le cas car il faisait aussi partie de ma pile à lire de 2024, donc voilà. Ensuite, un petit roman qui est un essai, un point dans la collection féministe, Préparez-vous par la bagarre, défaire le discours sexiste dans les médias. Préparez-vous par la bagarre, c'est un compte Instagram qui est tenu par Rose Lamy, qui est une, comment on dit, une journaliste, je pense qu'on peut la considérée comme une journaliste. Une analyse rigoureuse et sans concession du discours sexiste dans les médias par la créatrice du compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre. Je ne suivais pas ce compte Instagram jusqu'à ce que j'aille au Pop Women Festival. Je vous en ai beaucoup parlé car ça a quand même influencé pas mal de mes lectures, notamment sur Lola Lafont, Pénélope Bagieux, Alison Bechdel. J'ai acheté donc celui-ci au festival car j'ai entendu une table ronde avec Rose Lamy dedans et j'ai eu très envie de découvrir son texte. Elle est aussi connue pour En bon père de famille. Voilà, je sais plus comment est constitué le texte. Je pense qu'on va prendre des petites parties de vidéos ou de journal ou de choses dites par des hommes dans les médias ou des femmes d'ailleurs, car le discours sexiste peut aussi être tenu par des femmes envers les femmes d'ailleurs justement. Malheureusement, c'est tellement peut-être intégré dans la culture et dans le discours dominant. Donc voilà, j'ai envie de le découvrir. Il est quand même assez important, il fait 300 pages, je le voyais un peu plus gros. Ça a l'air d'être très bien détaillé, il y a une table des matières qui est vraiment bien construite, donc je pense que c'est un bon travail de recherche, sinon de journalisme, et j'ai envie d'aller plus loin dans ma découverte de Rose Lamy, car autour de cette table, il y avait aussi, je ne sais plus, Lucille Pétavin qui a écrit Le coup de la virilité, mais qui m'a pas forcément convaincu à l'oral durant la table ronde en tout cas. Il y avait un mec, je sais plus comment il s'appelle, c'est un gars qui déconstruit le discours masculiniste sur les réseaux sociaux. Alors lui, il m'a pas du tout convaincu. Et il y avait une dessinatrice de BD, Z, je ne suis pas sûr, je ne suis plus sûr, qui elle aussi m'a donné très envie. J'aimerais bien me procurer une de ses BD. C'était sur le nu dans la BD, des nus de femmes. Elle a fait une BD sur des nus dans les musées, je crois. Oui, le pourcentage de femmes nues et d'hommes nus au Louvre dans la statuaire du Louvre. Ça avait l'air hyper intéressant et très drôle pour le coup. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de Sorge Chalandon. Je pense que le dernier c'était L'Enragé, le roman qu'il a sorti à la rentrée littéraire de septembre. Je ne pense pas qu'il va ressortir un roman cette année, sauf s'il est vraiment très prolifique, mais L'Enragé était déjà assez conséquent. Mais je n'ai pas lu Profession du Père, qui est le meilleur roman 2015 selon Le Parisien, qui a obtenu le prix du style et qui a été assez encensé par la critique. Je crois que la suite est Enfant de salaud, enfin la suite. Je pense que Profession du Père et Enfant de salaud se répondent et se complètent plus ou moins. Mon père disait qu'il avait été chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d'une église pentecôtiste américaine et conseiller personnel du général de Gaulle jusqu'en 1958. Un jour, il m'a dit que de Gaulle l'avait trahi. Son meilleur ami était devenu son pire ennemi, alors mon père m'a annoncé qu'il allait tuer de Gaulle et il m'a demandé de l'aider. Je n'avais pas le choix, c'était un ordre. J'étais fier, mais j'avais peur aussi et à 13 ans, c'est drôlement lourd, un pistolet. Je crois que c'est très largement autobiographique et je me demande si son père n'était pas collaborationniste ou en tout cas nazi, je ne sais pas, un des deux. Il a fait un reportage sur le procès Klaus Barbie, enfin voilà, la guerre, la Seconde Guerre mondiale, l'occupation, tout ça a l'air de prendre une part assez importante dans l'œuvre de Sorge Chalandon. Et même si ce n'est pas un sujet qui me plaît, toutes les fois où j'ai entendu Sorge Chalandon en parler, ça m'a vraiment touché. Je trouve qu'il a une façon d'aborder cette période de l'histoire qui est vraiment liée à l'intime et lui à sa famille, qui est très intéressante et assez pudique en fait. Même si on rentre, voilà, quand on parle de collaboration, de traître dans sa propre famille au moment de l'occupation ou des rafles, on pourrait, je pense, facilement tomber dans le cueil de l'enjolivement ou de l'excuse. Je
Serge Chalandon, je crois qu'il n'excuse pas forcément son père. En fait, j'extrapole car je ne sais même pas si son père était collaborationniste ou non, mais je crois qu'il n'était pas très très net quand même, son père. Enfin, quand tu écris un bouquin qui s'appelle Enfant de salaud, je pense que ton père n'est pas la personne la plus clean de la Terre. Mais voilà, j'avais adoré le 4e mur, j'ai beaucoup aimé l'enragé, j'ai envie de continuer ma découverte de Chalandon. Comme on va arriver au mois de juin, qui est le mois des fiertés. D'ailleurs, préparez-vous à avoir des dizaines de documentaires sur les chaînes télé. Enfin, des dizaines, non, j'exagère un peu. Mais en tout cas, Drag Race va recommencer, Drag Race France. J'ai vu que Arte avait déjà programmé une série de documentaires LGBT. Que voilà, toutes les chaînes vont nous pondre leur petit pinkwashing de l'année. Toutes les marques et toutes les entreprises vont également faire du pinkwashing, c'est-à-dire s'afficher aux couleurs LGBT pour prouver son engagement. Que sais-je, je ne sais pas si c'est vraiment de l'engagement d'afficher un petit drapeau, mais bref. J'ai envie de faire des lectures gays, des lectures PD et des lectures lesbiennes avec Sarah Waters, Ronde de nuit. C'est un roman aussi qui a pour sujet un peu la guerre mondiale car ça se passe à Londres en 47, donc Londres détruit après le Blitzkrieg, en pleine après-guerre. Et on va suivre un groupe de femmes qui va vivre dans ce Londres de l'après-guerre. Hélène qui entretient une liaison interdite avec Julia, une auteure à succès qu'elle a rencontrée pendant la guerre. Kay, une héroïne du Blitz. Vive, une jeune femme douce et glamour qui n'arrive pas à quitter son amant, un ancien soldat marié et père de famille. Duncan, l'intrigant petit frère de Vive, qui se réfugie dans l'enfance et refuse tout échange avec l'extérieur. Je crois que c'est un roman choral où on va suivre un groupe de personnes dans ce Londres et j'imagine qu'ils vont avoir des liens plus ou moins ténus. On voit qu'il y a un frère et une sœur. J'ai acheté 2 romans de Sarah Waters, Ronde de nuit et Du bout des doigts. Je vous avais proposé Du bout des doigts en lecture commune pour le book club du mois d'avril, qui n'a pas été retenu. Mais j'avoue que c'était Ronde de nuit qui me plaisait le plus dans la bibliographie de Sarah Waters, qui m'attirait le plus en tout cas, car il ne se passe pas à l'époque victorienne ou quoi. Je crois que l'autre, Du bout des doigts, je pense, se passe pendant l'époque victorienne, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas une époque qui me plaît grandement. Et j'adore les romans chorales, donc Ronde de nuit devrait me plaire de voir ces femmes, pour certaines lesbiennes, dans ce Londres un peu en décrépitude. J'ai très envie de boucler une saga, et quelle saga? La Tour de garde de Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier qui ont obtenu le Grand Prix de l'Imaginaire aux Imaginales 2024. C'est une grande fresque sur 6 tomes avec 2 trilogies plus ou moins indépendantes, la trilogie de la capitale du Sud et la trilogie de la capitale du Nord. Je n'avais pas acheté ni reçu le tome 3 de la capitale du Nord à sa sortie. J'ai un peu tardé et je suis allé au festival Trolls et Légendes à Mons en Belgique il y a 1 mois ou 2. Et Guillaume et Claire étaient présents tous les deux, donc j'en ai profité pour leur acheter le bouquin et me le faire dédicacer avec un petit texte libris de la tour de garde. Claire m'a écrit « Pour Floris, ses adieux à 2 Avennes où se dénouent les derniers fils amicalement, Claire Duvivier ». Effectivement, ça fait maintenant 5 tomes qu'on suit de près ou de loin les personnages de Capitale du Nord, car même si ils n'interviennent que dans la trilogie de Claire Duvivier principalement, on les voyait très épisodiquement dans les épisodes de Capitale du Sud par Guillaume Chamanadjian. C'est vraiment une saga de l'imaginaire qui a conquis beaucoup de monde, de l'imaginaire français, écrit à 4 mains, enfin c'est assez innovant, tant éditorialement que par la plume et par le sujet abordé. On parle beaucoup de politique sans que cela soit trop lourd. En fait, on est vraiment dans une petite quête de fantaisie avec un peu de magie très légère, un peu d'aventure, un peu d'épique et d'épopée, tout en ayant un point de vue politique assez ancré, notamment sur les espaces collectifs, sur la collectivisation, sur le fait de vivre en communauté et de créer un espace à soi loin de la ville. Enfin voilà, c'est très intéressant. J'ai vraiment adoré Capitale du Sud. J'ai eu un peu plus de mal avec Capitale du Nord, mais ça n'en est pas moins excellent. Et je pense que je vais être très triste. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai un peu retardé le moment. C'est que j'ai eu un petit coup de mou après avoir terminé Capitale du Sud en lisant le 3e tome. Et donc je sais que je risque d'avoir le même petit coup de mou en lisant Capitale du Nord. Surtout que pour le coup, je n'aurai plus rien pour me consoler par la suite. Qui dit été dit jeune au torse saillant sur les plages abandonnées italiennes, les petites calanques à l'abri des regards indiscrets.
Et on n'est pas du tout dans une plage, je crois, ni dans une calanque, mais j'ai envie de lire les ragazzi de Pier Paolo Pasolini. Je sais plus si ça se passe à Rome. C'est le premier roman de Pasolini. Les ragazzi sont ces jeunes garçons qui traînent leur misère dans la Rome de l'immédiate après-guerre. Donc ça ne se passera probablement pas à la mer, ou peut-être du côté d'Ostie, qui est le port de Rome, en gros. Voilà, je pense que c'est très langoureux, très sensuel, très poétique. Pasolini a écrit beaucoup de poésie. J'ai adoré découvrir un bout de la vie de Pasolini avec la BD sur Maria Callas, dans lequel on racontait cette histoire d'amour platonique entre Pasolini et Maria Callas, justement. Donc maintenant j'ai envie de découvrir ses écrits. J'ai lu cette BD en écoutant Maria Callas chanter, car je pense que Pasolini aimait beaucoup la Callas, et ben je ferai probablement pareil avec les ragazzi. Pareil, c'est écrit assez petit, c'est une vieille édition de chez 10-18, mais que je trouve magnifique. En fait, ce noir et blanc avec l'écriture rose, c'est quelque chose qui revient fortement à la mode dans l'édition actuelle. Et j'aime beaucoup comment c'est fait. Le rose, là, n'est pas trop flash, il est assez léger. Enfin, j'aime beaucoup. J'ai chopé cette édition en occasion sur Gibert et je ne regrette pas du tout cet achat. C'est un chef-d'œuvre pour plein de monde. C'est pas une période dans la littérature qui... Enfin, en termes d'écriture, les romans écrits au milieu du XXe siècle, 1950, tout ça, c'est pas forcément une écriture qui m'appelle et qui m'attire toujours. Je ne sais pas sur quel pied danser avec ce livre, mais on verra bien et ça va peut-être sûrement me plaire. Dans le cadre de ces gros feuilletons et de ces grosses sagas que j'ai envie de lire, une saga pour le coup LGBT en plus, Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne, que j'ai ici au livre de poche. Je pense que c'est l'édition la plus commune. C'est un roman qui est une fresque sociale sur l'Irlande. Je dois dire que mes lectures irlandaises pour le moment n'ont pas forcément été des grandes réussites. Je n'ai pas forcément apprécié les romans de Sally Rooney que j'ai lus. Caroline O'Donoghue, que j'ai lu également là en début janvier avec l'affaire Rachel, ne m'a pas spécialement convaincu, donc j'ai envie de découvrir une autre facette de l'Irlande. Là, on est sur une grande fresque, donc je pense qu'on va débuter fin du XXe siècle pour arriver à nos jours, avec Cyril, qui est un jeune qui a grandi à la campagne, enfin qui est né à la campagne et qui a été abandonné par sa mère, qui a été banni d'une communauté rurale. Et du coup, Cyril a été adopté par des Dublinois qu'on considère comme aisés et excentriques. Donc je pense très loin de l'endroit où il est né, dans cette communauté rurale irlandaise. Comment Cyril va grandir et se forger une identité, une histoire, créer sa propre histoire sur fond de politique sociale irlandaise, peut-être aussi de guerre avec cette partie de l'Irlande du Nord, l'IRA, les actions terroristes qu'il se passait dans les années 80, 70-80, 90 même, je crois hein, que l'accord avec l'Irlande du Nord date de 90. Vous voyez, c'est une période de l'histoire que je connais peu. J'avoue que j'avais des cours de civilisation anglaise, écossaise, irlandaise à la fac, mais justement, j'ai pas de souvenir d'avoir de cours de civilisation irlandaise. Je pense que je n'ai eu que l'Écosse, l'Angleterre et les Pays de Galles. Donc on a dû aborder cette histoire de l'Irlande du Nord à travers la civilisation irlandaise forcément, mais je n'en ai pas un souvenir prégnant. Donc j'espère que cette petite histoire, enfin cette grosse histoire va pouvoir me la rappeler. On est quand même sur un petit 800 pages. Et je sais pas pourquoi, ce roman, alors je pense qu'il est aux antipodes et très éloigné de Une vie comme les autres de Anya Yanagihara, mais c'est au livre de poche, c'est plus ou moins, c'est la même édition, la même taille, et vous savez tout l'amour que je porte pour Une vie comme les autres, donc il y a peut-être un côté sentimental mais totalement débile avec ce bouquin, mais je mise gros dessus. Et en plus, j'ai un très bon ami, Christophe, qui me le recommande chèrement, fièrement, beaucoup, qui me le recommande énormément, et qui me dit que c'est sûr que ça va me plaire, donc il faut que j'y passe. J'en profite en ce début de vidéo pour vous annoncer les 2 lectures communes du mois de juin, du mois de juin, sur le cabinet de lecture qui est mon club de lecture depuis 3 ans maintenant. Et nous allons donc lire 2 romans car il y a eu une égalité au moment du vote. Nous allons lire La mauvaise habitude et La fille d'elle-même de Gabrielle Boulienne-Tremblay, qui m'a été offert par Mallory du compte Instagram Malobooks, que je vous remettrai en barre d'infos. Merci encore à toi Mallory pour ce cadeau qui m'a fait très plaisir. Il y a déjà quelques temps que j'ai fait un peu traîner et là c'est parfait. Je souhaitais mettre à l'honneur les autrices trans les auteurs et les autrices trans,
qui sont vraiment la communauté assez, encore beaucoup trop ostracisée et victime de LGBT-phobie. Non pas que les homosexuels, les lesbiennes, les bisexuels ne soient plus victimes d'agressions LGBT-phobes, mais les trans à cause de tout ce que le gouvernement fait ou ne fait pas, tout le bruit qui est fait autour des livres de certaines personnes transphobes, reprennent beaucoup dans la gueule dernièrement. J'ai envie de les découvrir et de soutenir leur travail, donc c'est pour ça que je vous le propose aussi, de façon aussi frontale et assumée au club de lecture. Ensuite, je ne vous cache pas que le mois de juillet, dans le cabinet de lecture, sera un mois consacré au réalisme magique. Et j'ai donc choisi 3 livres qui seront soumis à un vote. Je vais vous en présenter 2 là. Le 3e, je le garde en surprise. Mais dans tous les cas, les 2 que je vais vous montrer là, j'ai très envie de les lire. Donc même s'ils ne sont pas élus, je les lirai. Le premier, c'est Le Cœur cousu de Carole Martinez. Quand on cherche réalisme magique en France, il y a, en tout cas dans les listes, très peu de livres. Je pense qu'il y a beaucoup de livres de réalisme magique qui passent un peu sous les radars, car pas forcément assumés comme du réalisme magique par les éditeurs. Par exemple, Le Cœur cousu, c'est vrai qu'on... Maintenant, il a eu quand même un gros succès, mais Gallimard le vend dans sa collection blanche régulière, et c'est souvent le cas, les romans de réalisme magique passent dans des collections blanches, ce qui est tout à fait cool aussi, parce que ça permet à un grand monde de les découvrir, en tout cas des non-lecteurs de ce genre de fantasy, de fantastique, ou même de réalisme magique, donc parfois c'est vraiment des soupçons de magie dans ces bouquins, mais on passe un peu à côté de ces livres. Et donc Le Cœur cousu et Carole Martinez, c'est un peu la seule autrice dans les listes de livres de réalisme magique française, en tout cas seule autrice française qui ressort. Donc je me suis procuré 2 de ces livres, Du côté des murmures et Le Cœur cousu. Le Cœur cousu se passe en Espagne avec une lignée de femmes qui se transmet une boîte avec du fil et des aiguilles. Et la jeune femme qu'on va suivre, Frasquita, coud des napperons, des chiffons, enfin voilà, elle recoud, elle remet ensemble des tissus abîmés et en même temps elle recoud les personnes et les êtres, ce qui lui donne une réputation de sorcière. Son mari va la jouer, enfin va parier la propriété de sa femme lors d'un combat de coq. Il va perdre et donc Frasquita va errer dans cette Espagne andalousienne, en Andalousie. Et elle traîne avec elle sa caravane d'enfants, eux aussi pourvus ou accablés de dons surnaturels. Pour le coup, là, c'est assez assumé dans le résumé qu'il y a du réalisme magique. Ça me fait penser un peu à Amour monstre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce roman de Catherine Dune, publié chez Gallmeister et dans la collection Totem, qui est un cirque ambulant avec des enfants un peu particuliers, de façon totalement assumée, car c'était les parents qui pratiquaient des expériences un peu surnaturelles sur la mère enceinte pour que les enfants développent des dons surnaturels. Mais là, voilà, j'imagine cette femme qui recoud le monde, qui recoud les êtres avec sa tripotée d'enfants, qui la suit partout, eux aussi un peu particuliers, comme les enfants particuliers, je ne sais plus comment ça s'appelle, de Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai trop hâte de le découvrir et de le lire. Ça va être dur d'attendre jusque juillet d'ailleurs, car il me fait beaucoup envie en ce moment. Et l'autre roman qui est un peu un monument du réalisme magique, La Maison aux Esprits de Isabelle Allende. J'adore cette couverture hyper kitsch. J'ai lu Plus loin que l'hiver de Isabelle Allende, qui n'est pas du tout reconnu comme son plus grand roman, et pour lequel j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, car on suivait une petite troupe hétéroclite ayant commis un méfait et qui devait essayer de s'en sortir lors d'une tempête de neige à New York. Enfin voilà, le genre de situation un peu ridicule et grotesque qui apporte beaucoup de rebondissements, tout en ayant des personnages assez fouillés. On était avec 3 personnages aux antipodes, ayant vécu des histoires assez horribles de migration, d'exil, etc. Et donc ils se retrouvent tous les 3 embrigadés dans cette aventure un peu folle. J'avais adoré. Je vous avoue que je ne sais pas trop ce que c'est La Maison aux Esprits, une grande saga familiale dans une contrée qui ressemble à s'y méprendre au Chili. Isabelle Allende et la nièce, je crois, de Salvador Allende, qui était président du Chili avant le coup d'État de la junte militaire. Elle a elle-même d'ailleurs quitté le Chili après ce coup d'État, en étant nièce du président destitué. Je pense qu'il valait mieux pour sa vie. La Maison aux Esprits, son premier roman, tantôt enchanteur, tantôt mordant, est à inscrire parmi les révélations de la littérature latino-américaine aujourd'hui. Grand prix du roman d'évasion en 84. Voilà, je veux me laisser porter. Je pense que pour le coup, ça va être un réalisme magique peut-être un peu plus sobre,
subtils que dans Cœur cousu, en tout cas, c'est l'idée que je m'en fais, je ne sais pas, mais j'ai trop hâte de les découvrir. Vraiment, j'ai une petite vibe réalisme magique, là, depuis... ça fait 1 mois ou 2, et je me retiens de ne pas les lire pour me les garder au mois de juillet. C'est pas très bon de faire ça, parce que je me connais, au mois de juillet, je vais plus du tout avoir envie de les lire. On verra bien. Et enfin, le dernier livre de cette vidéo que je vais lire cet été, c'est Le côté de Guermantes de Marcel Proust. J'ai quitté Marcel à l'hiver, je crois, hein. J'avais commencé cet été, au mois d'août, le tome 2 qui est donc À l'ombre des jeunes filles en fleurs, et j'avais lu les 400 premières pages que j'ai terminé cet hiver en faisant du crochet en audio. Et donc là, j'en profite de le lire au rythme des sorties au livre de poche. Viennent de sortir le mois dernier Le côté de Guermantes et Sodome et Gomorrhe. Et je pense qu'en fin d'année ou alors en début d'année prochaine, on aura probablement les 3 derniers tomes, c'est-à-dire Albertine disparue, Le temps retrouvé et La prisonnière. La prisonnière, Albertine disparue et Le temps retrouvé. C'est 7 tomes, La recherche du temps perdu. J'en ai 4 à l'heure actuelle, il en reste 3. Le côté de Guermantes, je crois, c'est celui où vraiment le narrateur va évoluer socialement, vivre une ascension sociale. C'est dur à dire, ascension sociale. L'intégration progressive et désenchantée du héros bourgeois au faubourg Saint-Germain. Je pense qu'on va aller pleinement vivre à Paris, après ces petites escapades dans les différents endroits de l'enfance de l'auteur et du narrateur. Je les lis tout le temps, pêle-mêle, audio et livre. En fait, c'est chiant parce que c'est très peu chapitré, donc c'est compliqué de se retrouver dans le bouquin pour savoir où on en est après avoir écouté un audio. Mais j'essaye vraiment, coûte que coûte, à chaque fois que je fais une séance de lecture audio, bouger mon marque-page pour ne pas perdre le fil dans le livre, parce que si je laisse passer 100 ou 200 pages pour m'y retrouver après, c'est vraiment très compliqué. Je vous le dis parce qu'il n'y a aucun chapitrage, ou en tout cas très peu. Là, le côté de Guermantes, on a le côté de Guermantes 1 qui fait 500 pages et le côté de Guermantes 2 qui fait 400 pages. Et au milieu, nous n'avons rien du tout pour nous y retrouver. Non, nous avons une logorée de Marcel Proust. Donc voilà. Bref, c'est sûrement un extrait du manuscrit, je pense. Ce sont des feuilles collées les unes aux autres. Les unes aux autres. Et ouais. Donc c'est écrit manuellement. Et là, en 3e de couverture, on a un texte tapé à la machine qui est largement raturé. Donc je pense que c'est peut-être le 2e jet de l'auteur, j'en sais rien. Qui est vraiment énormément à noter. C'est fou. Il a dû... Enfin, c'est voilà. C'est le temps retrouvé, La recherche du temps perdu, pardon, de Proust, un monument. Je dois vous dire que je prends beaucoup de plaisir à le découvrir. J'ai lu les 2 premiers tomes l'année dernière. Et voilà, je vous en ai déjà parlé, ça a été une de mes grosses découvertes. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est accessible, mais ce n'est pas non plus la montagne que je m'en étais faite. Contrairement par exemple à Ulysse de James Joyce, c'est beaucoup plus facile à lire. De toute façon c'est simple, hein. Ulysse, j'ai lu 150 pages, j'ai totalement abandonné l'idée de peut-être le lire un jour, ou alors vraiment bien plus vieux, parce que à l'heure actuelle ça me passe totalement au-dessus. Alors que Marcel Proust, je me raccroche vraiment à plein de choses, que ce soit les personnages, les lieux, les sentiments. Alors oui, il y a vraiment des passages de digression qui ne m'intéressent que très peu, mais à côté de ça, il y a énormément de passages qui piquent mon intérêt. J'espère que ces 10 petits livres que j'ai très envie de lire pour cet été vous auront plu, vous aurez peut-être donné vous aussi envie. Si vous les avez en pile à lire, on peut tout à fait s'organiser pour des petites lectures communes de façon très informelle et non conventionnelle, car je suis une quiche pour respecter les lectures communes. J'en ai fait une dont je vais vous parler dans le prochain point lecture d'ailleurs, et je l'ai absolument pas respecté la personne avec qui j'ai lu ce livre, car j'ai avancé beaucoup plus rapidement qu'elle et j'ai commencé avec presque 5 jours de retard. Donc bon, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager. Si vous avez envie de discuter, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.